Bonjour à tous, profitez de ce moment de détente avec de charmantes histoires, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Pensez aussi à cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et savourez cette histoire. Le soleil matinal peignait le village de Ndulu d'une douce lueur de miel, illuminant les huttes en argile rouge au toit de chaume et les sentiers poussiéreux serpentant à travers les champs de manioc. Aisin Okafor, grande et gracieuse, sa riche peau africaine foncée rayonnant sous la douce caresse de l'aube, posa ses pieds nus sur la véranda rustique du domaine de ses parents. Elle s'arrêta pour écouter, le gloussement rythmé des poulets en liberté, le murmure discret des femmes qui allaient chercher de l'eau au puits, et le rire lointain des enfants qui résonnaient au pied du baobab. Ses longues tresses, ornées de minuscules cauris, se balançaient alors qu'elle inspirait l'air humide teinté du parfum d'hibiscus. À 24 ans, Aisin était devenue la merveille discrète du village, enseignante le soir, gardant les chèvres errantes l'après-midi, et esquissant des rêves architecturaux dans la marge de manuels scolaires abîmés. Plus frappante encore que sa beauté était son intelligence. Brillante, curieuse et humble. Quand elle riait, son rire se propageait dans les ruelles poussiéreuses comme une rivière brisant la glace. Quand elle parlait aux anciens, elle écoutait avec un respect solennel, absorbant la sagesse comme une terre desséchée s'imprègne de pluie. Les pères de filles en âge de se marier chuchotaient entre eux qu'elle était un prix digne d'un prince. Pourtant, le cœur d'Aisin appartenait à son toise, son amour de jeunesse. Il était venu la voir un soir crépusculaire, vêtu d'un boubou blanc impeccable et tenant un bouquet de chrysanthèmes, les fleurs de l'ouvrier agricole de son père, attachées avec du raffia. Sa peau foncée brillait alors qu'il s'agenouillait devant elle sous un nuage de lucioles. « Aisin, dit-il, la voix tremblante comme un roseau dans le vent. Ta beauté est plus radieuse que le soleil de l'harmattan. Veux-tu m'épouser ?» Elle cligna des yeux pour retenir des larmes de joie et hocha la tête. « Oui, Sonto. » À ce moment, le village entier expira comme s'il partageait sa joie. Des lanternes pendaient sous la canopée du marché en signe de célébration. Les tambours résonnaient dans les huttes lointaines. Quand ils se marièrent au coucher du soleil, les flammes des torches dansaient sur sa calèche de mariée alors qu'elle souriait, libre et pleine d'espoir, pour une vie entière d'amour. Ce soir-là, cependant, le sourire de Sonto avait une ombre, une légère ride d'inquiétude entre ses sourcils. Il rêvait de fils, de descendants pour porter son nom jusqu'à la vieillesse. Aisin, radieuse dans son panne finement perlé, ne prévoyait pas le fardeau des attentes qu'il portait, ni la fissure que cela allait progressivement creuser dans son cœur. 3 mois après leur mariage, le village bourdonnait d'anticipation. Des chèvres furent abattues pour célébrer le premier mois de bonne épouse, émue au YK. Les femmes dansaient sous le regard argenté de la lune, les anciens bénissaient le couple, appelant à la prospérité. Mais à mesure que les saisons changeaient, passant des vents secs de l'harmattan aux douces pluies de la saison des semailles, Aisin sentit un creux douloureux dans sa poitrine. Elle gardait cela en elle, saluant chaque matin avec un sourire forcé alors qu'elle préparait du vin de palme pour les voisins et enseignait à l'ombre du baobab. Chaque aube, elle priait au bord de la rivière, joignant ses mains sur son ventre comme si elle transférait la vie de son cœur à son utérus. Elle avalait des concoctions amères à base de plantes administrées par des tantes bienveillantes et jeûnait les mardis et vendredis, jours sacrés pour la fertilité. Pourtant, les mois passaient. Lorsque le jour des plantations arriva, les femmes s'attendaient à ce qu'elle se perche sur le tas d'igname comme une reine couronnée. Au lieu de cela, elle s'assit tranquillement, triant méthodiquement les graines. Son amie Ifunanya la poussa du coude. « Aisin, quand est-ce que les bonnes nouvelles vont arriver ?» Aisin se força à sourire. « Très bientôt, » répondit-elle, bien qu'un tremblement secoue sa voix. Depuis le porche de son domaine, Sonto la regardait chaque jour. Ses tresses ensoleillées dépassant de ses épaules fines, ses pieds nus traçant le sol avec un soin patient. Tandis que sa mère, Madame Ketchi, s'occupait de lui avec du fufu d'igname et une soupe au poivre, elle laissait tomber de lourdes allusions qui transformaient son admiration en impatience. Un soir, elle le pressa alors qu'ils étaient assis près du foyer. Des fils arrivent à l'âge adulte. Trop de conflits avec seulement des filles. Sonto se déplaça inconfortablement. « Mère, Aisin et moi. » Elle le coupa d'un geste dédaigneux. « Tu es l'homme. Fournis-moi des héritiers. Si elle ne peut pas, j'en trouverai une autre qui le pourra. » Les épaules de Sonto s'affaissèrent. Il aimait Aisin, mais la vague des attentes le tirait comme la rivière en crue. Cette nuit-là, Aisin était allongé dans leur petite hutte, le tabouret en bois sculpté qui lui servait de lit grinçant alors qu'elle bougeait.
Sonto dormait profondément à côté d'elle, et elle se demanda s'il entendait le gargouillement dans son ventre. Son incrédulité que le temps passe sans l'annonce d'une nouvelle vie. Ses larmes tombaient en éclaboussures silencieuses sur la calebasse à côté de son lit. Quand elle se réveilla, elle vit une nouvelle ecchymose, l'empreinte de sa main là où il l'avait agrippée au bras de frustration plus tôt dans la semaine. Il l'avait accusé, dans un moment de colère, d'être le problème. Alors que le soleil montait dans le ciel, les villageois chuchotaient derrière son dos, « Cela fait 1 an. Elle est stérile. » Chaque remarque frappait comme un silex sur de l'acier, allumant la douleur dans sa poitrine. Elle souriait poliment, hochait la tête aux voisins et se détournait pour cacher ses larmes. La 2e année de mariage s'insinua sur Aisin comme une saison sèche qui refusait de céder aux pluies. La foi vacillait dans sa poitrine, mais elle refusait de la laisser mourir. Un après-midi humide, elle sentit le doux battement de l'espoir alors qu'elle reconnaissait les premiers signes de grossesse. Un étourdissement soudain, une nausée matinale qui rendait l'arôme de la soupe au poivre répugnant. Elle tint son ventre gonflé sous son pagne alors qu'elle se dépêchait vers la cour des femmes. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de brousse. Aisin est enceinte. Les louanges s'élevèrent à travers le village. Des enfants couraient derrière elle, scandant des bénédictions. Des femmes lui tapotaient le dos. Des hommes la soulevaient sur leurs épaules alors qu'elle riait sans retenue, son visage radieux comme le soleil. Sonto, rayonnant de fierté, construisit un petit abri de prière près de la rivière. Ensemble, ils offrirent des noix de cola aux ancêtres, versant des libations pour assurer un accouchement en toute sécurité. Aisin chantait des berceuses à son enfant à naître chaque soir, chuchotant « Mon petit, tu es la chanson de mon cœur. » Mais le destin peut être cruel. À 5 mois, au plus fort de la saison des plantations, la sage-femme découvrit du sang sur les plis de son pagne. La panique s'empara du cœur d'Aisin alors qu'elle se couvrait la bouche de la main, essayant de ne pas crier. Les yeux de la sage-femme se sont embués alors qu'elle la guidait vers un tabouret. Les voisins se sont rassemblés, leurs visages marqués par la tristesse et la peur. Lorsque la sage-femme a secoué la tête, disant « Il n'y a plus de battement de cœur », le silence stupéfait qui est tombé sur la clairière a sonné comme un sépulcre qui se ferme. Aisin s'est effondré sur ses genoux, son corps convulsant de sanglots alors que Sonto reculait, stupéfait, son visage pâlissant sous le poids du chagrin. Ses mains tombèrent sur ses côtés, faisant teinter les noix de cola qu'il tenait. Il s'avança vers elle, la confusion et la rage se disputant dans ses yeux. « Tu l'as perdu » murmura-t-il, la voix tremblante comme un roseau. « Celui que je voulais. » Chaque mot était un coup de poignard. Aisin leva les yeux, des larmes coulant sur ses joues maculées de poussière. Elle tendit la main vers lui, des mots piégés dans un sanglot de désespoir. « S'il te plaît, ne me quitte pas » supplia-t-elle. Il se détourna, marchant sur la terre rouge sans se retourner. Cette nuit-là, elle était allongée seule dans leur hutte, serrant les coins vides de son pagne, la masse qu'elle appelait autrefois espoir maintenant en cendres dans sa bouche. Au moment où les vents de l'harmattan commencèrent à disperser la poussière dorée sur le domaine, l'absence de Sonto était devenue une routine. Il revenait au crépuscule, tout en eau de colonne coûteuse et en salutations laconiques, « Je suis à la maison », avant de fermer la porte de leur hutte. Aisin apprit par les voisins que Sonto passait ses après-midi en ville, fréquentant le lavoto où travaillait Amara Okoa, une jeune femme de 20 ans élégante avec des doigts agiles et des yeux noirs comme de l'onyx poli. Le rire d'Amara résonnait dans l'atelier animé comme des cloches de carnaval. L'attention de Sonto pour elle suscita des rumeurs. Il rend visite à la hutte d'Amara près de minuit, chuchotaient les voisins, comme s'il était captivé. Quand Aisin confronta Sonto sous un coucher de soleil cramoisi, il était assis en face d'elle à leur table en bois ébréché, son porridge de tapioca préféré refroidissant. Elle tenait son menton haut, bien que son cœur batte comme un rocher dévalant une colline. « Sonto, dit-elle calmement. Pourquoi es-tu toujours en ville » Il déglutit, regardant le sol, comme s'il avait honte. « Juste pour le travail, marmonna-t-il. Elle le fixa d'un regard stable. « Le travail que tu ne peux pas faire par lettre ? Pourquoi pas d'appel téléphonique ? Pourquoi pas de nouvelles ?» Il fronça les sourcils, se levant brusquement. « Je ne peux pas attendre éternellement, Aisin. J'ai besoin d'une vraie femme, quelqu'un qui peut me donner ce que je veux. » Son monde s'effondra. « Une vraie femme, répéta-t-elle, la voix creuse. J'ai porté ta honte pendant 3 ans. Je t'ai aimé de tout mon être. Et tu m'appelles irréel ? » Sa mâchoire se resserra, il tourna sur ses talons et sortit,
la laissant s'accrocher au bord de la table. À ce moment-là, les voisins se rassemblèrent à l'extérieur, les yeux baissés. Dans la culture du village de Dulu, une femme incapable de porter des enfants était considérée comme un échec. Amara, bien qu'également sans enfant, n'avait pas été mariée. Le divorce rapide de Sonto laissa Ezin sans statut. Elle emballa ses quelques biens précieux, les perles de sa défunte mère, un bol en laiton, et emménagea chez sa tante veuve Nkechi en ville. Cette nuit-là, sous les lumières fluorescentes de la petite chambre de sa tante, encombrée d'un matelas décoloré et de rideaux en lambeaux, Ezin murmura dans l'obscurité. J'étais tout pour lui. Maintenant, je ne suis rien. La ville, Abuja, se dressait devant Ezin comme une mosaïque tentaculaire de gratte-ciel en béton, de voitures bruyantes et de néons pulsants. Elle se sentait perdue dans le chaos, sa dernière connexion avec la maison effilochée comme un vieux chiffon. Tante Nkechi l'embrassa une fois, puis la mit au travail, laver le linge à l'aube, balayer le sol, chercher de l'eau. La fierté l'avait quittée au moment où elle avait croisé les yeux du départ de Sonto. Ici, au fond du gouffre, elle n'avait aucune illusion. Les jours se confondaient en semaines. Sa blouse Auburn, autrefois un cadeau de mariage, pendait molle et tachée. Elle s'assit sur le perron de leur petit appartement, écrivant dans un journal en lambeaux dont les pages se courbaient à cause de l'humidité. Elle ne priait pas. Elle ne souriait pas. Son seul refuge était ce cahier abîmé, où elle déversait sa tristesse à l'encre bouclée. Je suis de la poussière. Je suis brisée. Je suis Ezin, la femme qui n'a pas pu donner la vie. Quand tante Nkechi la gronda pour son oisiveté, Ezin se raidit sous son regard froid. Un après-midi, la tante posa une main rude sur son épaule. Tu n'es pas morte, ma fille. Alors agis comme si tu l'étais. Ezin tressaillit. Elle regarda le visage ridé de sa tante, les yeux usés mais résolus. À cet instant, une étincelle s'alluma. Elle se leva, brossa la poussière de sa jupe et quitta leur appartement pour la journée. Elle erra jusqu'à ce qu'elle trouve une annonce affichée sur un lampadaire, femme de ménage recherchée, aucune expérience nécessaire. Contactez Madame Akana. Elle arracha un bout de papier avec un numéro de téléphone, les doigts tremblants. Ce soir-là, elle appela. Je viendrai, murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle portait la seule robe qu'elle possédait, un pagne vert délavé, et monta dans un bus d'enfants affaissé. Quand elle arriva au domaine opulent de Madame Akana, clôturé et gardé, elle sentit le gouffre entre son monde et le leur. Mais elle avala ses doutes et frappa. Une voix sévère appela. Entrez. Et elle entra dans un manoir qui brillait de lustre et de sol en marbre. Elle s'agenouilla et dit, merci pour cette chance. La matrone la regarda de haut en bas, hocha la tête et l'affecta au ménage. Alors qu'elle récurait les sols cette première nuit, le grattement rythmique de sa brosse sonnait comme un battement de cœur, le premier signe de vie depuis le coup de foudre de son divorce. La maison de Madame Akana bourdonnait d'activité comme une fourmilière. La matrone elle-même, sévère et inflexible, exigeait de l'argenterie polie, des sols impeccables et des repas à l'heure. Pourtant, dans le chaos, Ezin trouva du réconfort dans la routine. Balayer les terrasses à l'aube, s'occuper des bougainvilliers grimpants à l'extérieur de la cuisine et fredonner des berceuses qu'elle chantait autrefois à son enfant perdu. Un après-midi, alors qu'elle dépoussiérait les étagères de la bibliothèque remplie de volumes reliés en cuir, elle remarqua un homme debout près de la fenêtre, le dos tourné. Il était à la peau foncée, aux épaules larges, vêtu d'un higbata blanc impeccable, et berçant un livre relié en cuir. Elle reconnut le titre, The Soul of Black Folk, l'un de ses préférés. Rassemblement de courage, elle s'éclaircit la gorge. Un beau choix, offrit-elle doucement. Il se retourna, les yeux d'un brun chaud et accueillant. Vous lisez du bois, demanda-t-il. Sa voix était calme, mesurée. Ezin sentit une étincelle de reconnaissance qui transcendait les mots. Oui. J'ai mémorisé des passages pour apaiser mon cœur après la fausse couche, répondit-elle, les joues rougies. Il la regarda comme s'il voyait au-delà de son uniforme de femme de ménage. Je suis désolé pour votre perte, dit-il, les lèvres se serrant. Elle hocha la tête, clignant des yeux pour chasser les larmes. Merci, murmura-t-elle. Il lui tendit la main. Je suis Kalou Humidi, fils du chef Humidi. Elle hésita, mais accepta, sentant sa poignée ferme et douce. Ezin Okafor, dit-elle. Au cours des semaines suivantes, Kalou trouva des raisons de s'attarder dans la bibliothèque, la cherchant délibérément. Dans des moments volés entre le dépoussiérage et le polissage,
il partageait des histoires, son chagrin pour sa défunte épouse, sa tristesse pour les enfants jamais nés. Un soir, alors qu'Aisin lui tendait une tasse de thé zobo fumant, il s'arrêta. « Croyez-vous que les vaisseaux brisés peuvent être réparés » demanda-t-il doucement. Elle rencontra son regard. Si le cœur choisit de se recoudre, oui. Dans le silence de la bibliothèque, leurs âmes se touchèrent, faisant le pont entre les mondes de douleur et d'espoir. La nouvelle de la douce force d'Aisin se répandit au-delà des murs du manoir. Quand Kalou lui demanda de l'accompagner à un séminaire de la Fondation sur l'éducation des filles, elle hésita. Elle grimaçait toujours à l'idée de se tenir devant des juges dans un auditorium poli. Mais Kalou insista. Il lui loua un boubou blanc simple, pressé et propre, et la guida à travers chaque étape. La salle de séminaire regorgeait de donateurs éminents, de fonctionnaires du gouvernement et d'ONG. Le cœur d'Aisin battait la chamade alors qu'ils approchaient de la scène. Elle se tint à côté de Kalou sous les projecteurs, scrutant les visages qui la jaugeaient en quelques secondes. Quand le modérateur la présenta comme co-conférencière, un honneur inattendu, elle sentit ses genoux fléchir. Kalou murmura « Vous êtes à votre place ici » et offrit un signe de tête rassurant. Prenant une profonde inspiration, elle se dirigea vers le pupitre. Elle commença « Je suis Aisin Okafor, et je me tiens ici non pas parce que j'enseigne aux enfants dans un village, mais parce que j'ai survécu aux cendres de ma vie. » Sa voix trembla, puis gagna en force alors qu'elle racontait son histoire. La fierté du mariage, la perte agonisante de son enfant, la honte du divorce et la rédemption trouvée dans le service. Elle parla des enfants qu'elle enseignait sous le baobab et de la façon dont l'éducation pouvait libérer les autres des cycles de désespoir. La foule était captivée alors qu'elle récitait un plaidoyer poétique. Si un utérus jugé vide peut encore donner naissance à des idées, pourquoi pas à des rêves? Son sourire final lui valut une ovation debout. Sous les applaudissements, Kalou lui serra la main avec fierté. De nouvelles pousses d'acceptation s'élevèrent des ruines de son passé. Cette nuit-là, ils rentrèrent chez eux sous une canopée d'étoiles, le cœur d'Aisin bourdonnant comme une mélodie. 6 mois plus tard, le jardin du manoir s'épanouissait dans l'air frais du petit matin. Kalou trouva Aisin en train d'arranger des lys jaunes dans des vases en cristal pour un brunch de charité. Les filles, apprenties couturières, la regardaient avec respect alors qu'elle parlait doucement. « N'oubliez pas, chaque point que vous faites n'est pas seulement du tissu, c'est un avenir que vous cousez pour vous-même. » Après le départ du dernier invité, Kalou s'approcha d'Aisin avec une petite boîte en velours à la main. Elle leva les yeux vers lui, surprise de voir des larmes briller dans ses yeux doux. « Aisin, commença-t-il, la voix épaisse d'émotion. Je t'ai vu t'élever du désespoir avec une grâce que je ne peux pas comprendre. Je veux construire une vie avec toi. Non pas pour ce que tu peux porter, mais pour la femme que tu es. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague élégante en or jaune, ornée de minuscules émeraudes qui dansaient au soleil. « Veux-tu m'épouser » Le souffle d'Aisin se coupa. Sa main vola à sa bouche. « Mais Kalou » balbutia-t-elle. « Je ne peux pas te donner d'enfant, » dit-elle, son regard tombant sur la bague. Un éclair de tristesse traversa le visage de Kalou. « Je ne peux pas te promettre d'enfant, » dit-il doucement, « mais je promets mon cœur. Si des enfants viennent, nous les élèverons, sinon, nous trouverons d'autres façons de partager la joie. » Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle hochait la tête. Sans l'éclat des tambours ou les acclamations des villageois, elle murmura. « Oui. » Leur mariage fut privé, juste une poignée d'amis proches et le personnel du manoir. Quand l'imam les déclara mari et femme sous une canopée de roses ivoire, Aisin sentit une vague de paix éclore dans sa poitrine. Elle avait trouvé l'amour qui honorait sa valeur, sans être liée par des attentes poussiéreuses. Les jeunes mariés s'installèrent dans une vie sereine. Leur journée une harmonie de rire partagé et de respect mutuel. Aisin passait ses matinées à enseigner dans une classe d'alphabétisation qu'elle avait fondée pour les jeunes femmes, tandis que Kalou dirigeait la fondation philanthropique de son père. Pourtant, malgré leur contentement, des ombres persistaient. Aisin se sentait réticente à l'idée même d'une nouvelle grossesse. Et si son corps échouait encore une fois? Et si le monde se moquait d'elle à nouveau? Un après-midi, elle ressentit une faiblesse particulière. Elle se serra la tête, clignant des yeux alors que des vertiges l'attiraient. Kalou suggéra une visite chez le médecin. Dans la stérilité froide de la clinique, la sage-femme regarda le test de grossesse avec des yeux écarquillés. « Madame Okafor, » dit-elle avec un doux étonnement. « Il semble que vous soyez. » Le mot resta en suspens. Le cœur d'Aisin bondit.
Elle se pressa la main sur la bouche. Enceinte, murmura-t-elle. La sage-femme hocha la tête, des larmes montant dans ses yeux. Quelques jours plus tard, alors que la nouvelle se répandait parmi les proches, Kalou rayonnait d'une vigueur qu'Aisin n'avait jamais vue. Les échographies du 3e mois confirmèrent un battement de cœur unique et fort. Ils jurèrent de ne pas en parler en public tant qu'elle ne se sentirait pas en sécurité. Mais dans le calme du manoir, ils se réjouissaient en privé. De douces berceuses chuchotaient à la petite vie en elle, de doux frottements de sa main sur son ventre arrondi. À 6 mois, une échographie de routine révéla une surprise stupéfiante. Des jumeaux. Et puis au-delà de toute croyance, la sage-femme murmura. Il y en a 4. Des quadruplés. Aisin halta, se pressant la main sur la bouche alors que des larmes coulaient sans y être invité. Pour les petits corps, chacun un témoignage de grâce dans un utérus autrefois rejeté comme stérile. Le rire de Kalou emplit la pièce, sans retenue, joyeux, miraculeux. Ils s'étreignirent, leurs larmes se mêlant, et Aisin murmura. Je ne m'attendais jamais à ça. Mais Dieu avait des plans que je ne pouvais pas voir. À ce moment, son cœur s'envola au-dessus de chaque murmure de doute qui s'était autrefois logé dans ses os. À 33 semaines, Aisin et Kalou décidèrent de visiter le village de Ndulu, assez tôt pour que les proches se rassemblent autour d'eux, en vue de la naissance. Ils voyagèrent dans un VUS blanc étincelant, les fenêtres teintées reflétant l'éblouissement du soleil. Lorsque le chauffeur ouvrit les portes du domaine où Aisin avait autrefois vécu, elle sentit son estomac s'agiter de nervosité. Des traces de boue menaient à la même porte en bois sculpté qu'elle avait autrefois franchie enfant. Alors qu'elle sortait, les villageois, d'abord stupéfaits, puis exubérants, se rassemblèrent comme une mer de pagnes à motifs et de sourires lumineux. La robe d'Aisin s'accrochait à sa forme ronde. Une main reposait de manière protectrice sur son ventre, l'autre tenait celle de Kalou. Des confettis de riz et des pétales les inondèrent alors qu'ils avançaient. Son cœur battait la chamade alors qu'elle regardait les visages s'illuminer, les femmes qui murmuraient stériles, maintenant applaudissaient et acclamaient, les anciens levaient des cannes en guise de bénédiction. Du bord de la foule, Sonto regarda, figé. Il n'était plus le jeune homme confiant qu'il avait quitté. Maintenant, il portait un cafetan taché, ses épaules courbées par le poids de la fierté perdue. Il toucha l'épaule de sa fille Chinir, la cousine d'Aisin, et murmura d'une voix rauque, « Qui est cette femme ?»« C'est Aisin Okafor ?» Chinir hocha la tête. « Oui. » Avec 4 fils en elle. La mâchoire de Sonto se serra si fort que ses jointures blanchirent. Elle passa devant lui, son regard calme, sa posture royale. Son silence coupa plus profondément que n'importe quelle insulte qu'il avait autrefois lancée. Il recula alors que son VUS s'arrêta devant le domaine de son père. Les portes en bois s'ouvrirent, et elle et Kalou entrèrent. Sonto jura entre ses dents et s'éloigna en trébuchant, le rugissement de la foule s'estompant derrière elle. Elle ne se retourna jamais, contente de savoir qu'elle l'avait dépassé. De se tenir maintenant comme la fille triomphante qu'il avait autrefois ridiculisée. Un soleil de midi brûlant punit Sonto alors qu'il marchait lourdement à travers le domaine où le grand-père d'Aisin l'avait solennellement béni le jour de son mariage. Aujourd'hui, la poussière tourbillonnait autour de ses pieds, captant des restes de rire et de bénédiction d'avant. Il plissa les yeux vers le massif VUS noir qui s'arrêtait. La vitre teintée glissa, révélant le visage radieux d'Aisin. Ses joues saignaient de joie, ses yeux pétillaient alors qu'elle berçait son ventre. Pour des fils, elle portait une affirmation de la vie au mépris de chaque insulte qu'il avait plantée. Sonto serra les poings pour ne pas les lever en accusation. Il essuya la sueur de son front, mais sa transpiration semblait insignifiante par rapport à la honte brûlante dans sa poitrine. Le regard d'Aisin croisa le sien pendant un battement de cœur, un éclair de reconnaissance, ou peut-être de pitié, avant qu'elle ne se tourne pour saluer son père. Son silence rugit dans ses oreilles, noyant le bavardage autour de lui. Sans un mot, elle continua, digne, le laissant isolé au seuil de ce qui aurait pu être. Quand elle disparut derrière la porte sculptée, Sonto expira sur ses lèvres desséchées. « Elle m'a quitté une fois, murmura-t-il, et maintenant, elle ne me voit même plus. » Sa voix se brisa dans le silence. Ces quelques secondes de son passage le hantèrent plus que n'importe quelle conversation n'aurait pu le faire. Il resta figé, comme si attaché au regret. Les visiteurs qui passaient devant lui, les voisins qui chuchotaient autrefois, pauvre Aisin, le traitaient maintenant avec la courtoisie froide d'un homme dépouillé de sa dignité. Quand il se tourna enfin vers sa modeste maison près du marché,
la poussière tourbillonna autour de ses pieds comme pour se moquer de sa solitude. À 3 heures du matin, le calme somnol de la ville fut brisé par des cris urgents de la salle d'accouchement de l'hôpital Unity. Aisin, palmait les yeux flamboyants, agrippa le bord du brancard alors que les infirmières s'affairaient autour d'elle. Kalou planait à ses côtés, stabilisant sa main tremblante alors qu'elle était transférée à la salle d'opération. L'odeur stérile d'antiseptique se mêlait au léger arôme de la sauce au piment de Cayenne qu'elle avait mangée quelques heures plus tôt. Dans la salle d'opération, la médecin, une femme aguerrie connue pour avoir accouché de quadruplés dans la région, fit un signe de tête rassurant. « Aisin, vous êtes forte, dit-elle doucement. Concentrez-vous sur ma voix. » L'anesthésiste aida Aisin à respirer régulièrement alors que le chirurgien commençait. Le temps s'étira et se contracta jusqu'à ce qu'un doux cri résonne derrière les rideaux chirurgicaux. Puis un autre. Et un autre. Et un autre. 4 petites voix, unies et triomphantes. Kalou, debout près de la porte, pressa son poing sur sa bouche pour étouffer ses larmes. Lorsque les chirurgiens soulevèrent chaque bébé Chidibir, Obina, Somedina et Ifichuku enveloppés dans des linges blancs impeccables, il sentit son cœur se gonfler à éclater. Les yeux de chaque garçon s'ouvrirent, cherchant la chaleur dans un monde qui n'en offrait autrefois aucune. Aisin, encore étourdi, les aperçut à travers le reflet d'un miroir. Elle expira, des larmes coulant sur ses joues. La sage-femme leva sa main, et Aisin toucha chaque pied à tour de rôle. « Mes fils, murmura-t-elle, la voix rauque d'émotion. Vous êtes ma victoire. » Quelques secondes plus tard, quelqu'un fit entrer Kalou. Il s'agenouilla à côté du lit d'Aisin dans la salle de réveil, plaçant sa main sur son épaule. « Ils sont parfaits, murmura-t-il. Aisin hocha la tête, pressant son front contre le sien. « Nos fils, soupira-t-elle. La nuit à l'extérieur de la fenêtre se transforma du noir d'encre au rose pâle alors que la première lumière de l'aube se répandait dans la pièce. Dans cette aube tranquille, une nouvelle famille de 6 prit sa première respiration. À midi, l'histoire d'Aisin crépitait sur les réseaux sociaux comme si elle avait été frappée par un éclair. Les gros titres rugissaient, de la stérilité au bonheur, la mère de quadruplés défie les pronostics, à peine une femme de ménage, maintenant matriarche de 4 fils et bienfaitrice, Aisin Okafor, le pouvoir de la persévérance. Des journalistes envahirent les couloirs de l'hôpital Unity, bousculant les infirmières pour des interviews. Des camionnettes satellites roulèrent jusqu'à l'entrée, leurs caméras pivotant comme des hiboux mécaniques. Refusant toutes les interviews sauf une, Aisin autorisa un journaliste de confiance à entrer. Elle s'assit droite dans un fauteuil roulant, sa blouse d'hôpital argentée brillant sous les lumières fluorescentes, et Kalou perché à côté d'elle. Lorsque le journaliste demanda « Qu'est-ce que ça fait de transformer le chagrin en quadruple joie ?» Aisin fit une pause, les yeux brillants. « Je n'ai jamais cru que je méritais des fins heureuses, dit-elle doucement. Mais le bonheur m'a trouvé dans les endroits les plus improbables, des rêves en suspension cousus ensemble par la foi. » Sa voix mesurée se répandit dans la pièce, faisant taire le bourdonnement des caméras et les notes gribouillées. Pendant ce temps, son TOS suivait le drame sur sa radio à transistor abîmée dans son atelier de mécanique exiguë. Ses salopettes grasses et ses mains tachées d'huile semblaient incongrues avec le vacarme jubilatoire. Il serra la radio plus fort, ses jointures blanchissant. « De zéro à héros, marmonna-t-il. C'est ce qu'elle est maintenant ?» Il se pencha en arrière, mortifié de constater que chaque réparation qu'il faisait semblait insignifiante par rapport à la vie qu'il avait autrefois jetée. Au moment où Aisin fut libéré, la salle privée bourdonnait de bienfaiteurs, d'anciens étudiants, d'amis, de fondations offrant un parrainage. Le couloir de l'hôpital était un carnaval de ballons lumineux et de bouquets de roses jaunes. Elle s'émerveillait de son téléphone qui vibrait sans cesse avec des messages de félicitations. La mère de son Toez, Madame Ketchi, arriva avec une hâte tremblante, son pagne brodé traînant derrière elle. Quand elle s'approcha du lit d'Aisin, elle tomba à genoux, les mains jointes en supplication. « Enfant, mon enfant, nous pardonneras-tu » implora-t-elle, la voix brisée. Aisin leva une main, essuyant une larme de la joue de sa belle-mère. « Je ne ressens aucune amertume, dit-elle doucement. Mon cœur a découvert quelque chose de plus grand que la colère, la paix. » Alors que Madame Ketchi s'éloignait en hâte pour organiser le transport de retour à la maison, Aisin la regarda partir. L'indépendance et la clôture se gonflèrent dans sa poitrine. Elle se tourna vers Kalou, qui souriait avec une tendre fierté. « Tu n'as pas besoin d'expliquer au monde qui tu es, murmura-t-elle. Ton amour dit tout. » Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête à Éden,
la nouvelle maison de Kalou pour eux, où une seule chaise vide restait près de la table, un doux rappel que l'homme qui avait autrefois affirmé qu'il avait besoin de « vraies femmes » et avait laissé un vide ne s'assiérait plus jamais avec eux. 2 semaines plus tard, alors que la lumière dorée de la fin de l'après-midi filtrait à travers le jardin parfumé au jasmin d'Éden, Ésain se tenait près de la fenêtre de la crèche. Ses 4 fils, de petits miracles, chacun emmailloté dans des couvertures pastel, étaient nichés dans des berceaux identiques, respirant avec un rythme doux et synchronisé. Son regard se déplaça vers la porte, où une silhouette solitaire dans un pagne à motifs et un foulard hésitait. C'était Madame Ise, la mère de Sonto, son visage ridé de chagrin et d'espoir. Le cœur d'Ésain s'agita à l'idée de cette rencontre. Elle enfila un boubou rose pâle sur une robe simple, lissa ses tresses et rencontra Madame Ise dans le jardin. L'air était parfumé par l'odeur des fleurs de jacaranda, de doux pétales dérivant autour d'eux. Madame Ise s'enfonça sur ses genoux, comme si elle était accablée par le poids de tout ce qu'elle avait fait. Ésain, étouffa-t-elle, je viens pour le pardon. Quand j'ai mal parlé de toi, je n'ai parlé que de ma propre honte. Tu m'as montré une force que je n'aurais jamais imaginée. Ésain la regarda, la nostalgie s'éveillant alors qu'elle se souvenait des prières strictes de la vieille femme sur elle enfant. Maman et Ketchi, dit-elle doucement, le passé ne peut pas être défait. Mais la grâce peut éclairer le chemin à suivre. Elle se leva et lui tendit la main. Madame Ise la saisit, des larmes montant. Regardant vers la crèche, elle murmura, « Puis-je voir mes petits-enfants » Les yeux d'Ésain s'adoucirent. « Quand ils pourront te demander, répondit-elle, la voix stable, d'ici là, ton amour les atteindra à travers cette porte. » La vieille femme hocha la tête, se levant en titubant. « Merci, murmura-t-elle. » Alors qu'elle se retirait vers sa voiture, Ésain regarda, son esprit soutenu par la connaissance que le pardon n'avait pas de lieu de repos final, seulement un voyage. Le soleil matinal bas filtrait à travers les rideaux de gaz blanc alors qu'Ésain entrait sur la terrasse d'Éden, son sanctuaire. Le manoir se dressait devant elle comme un palais de pierre d'ivoire, ses murs brillant à l'aube. Le lierre grimpait le long des treillis sur la façade, et une cascade gargouillante tombait dans un étang de carpe-coy encadré de buissons de jasmin. Elle inspira profondément, goûtant la douceur de l'espoir mêlé à la rosée. Derrière elle, Kalou apparut, ajustant son agbata de soie. Ses yeux bruns foncés se plissèrent dans un doux sourire. « Belle matinée, dit-il, se plaçant à côté d'elle. Ésain passa une main sur la rampe en marbre lisse. « Cela semble toujours irréel, répondit-elle. Je n'ai jamais imaginé que je vivrais dans un endroit comme celui-ci. » Kalou enroula un bras autour de sa taille. « C'est toi qui as construit ça, plus que moi. Éden a toujours été en toi. » Elle se tourna, rencontrant son regard, et vit la gratitude scintiller là. « Seulement parce que tu m'as vu, murmura-t-elle. » À l'intérieur, le grand foyer d'Éden s'étendait vers le haut avec un plafond voûté. Des lustres en cristal pendaient comme des constellations, et les sols en ébène poli reflétaient leurs pas. De l'art africain et des photos de famille tapissaient les murs. Ésain enseignant aux enfants du village sous un baobab, le dernier regard angoissé de Sonto alors qu'elle partait, et ses 4 fils, petits et radieux, serrant la main de Kalou. Leurs pas résonnaient alors qu'ils marchaient vers l'aile de la crèche. La lumière du soleil dansait sur des jouets en bois sculptés, et des murs peints de couleurs pastel capturaient la joie tranquille d'une nouvelle vie. À travers une grande fenêtre, ils regardèrent Chitibir, Obina, Somedina et Ifushukui faire la course sur une pelouse douce, leur rire s'élevant comme des chants d'oiseaux. Un fils trébucha, et ses frères revinrent en arrière pour l'aider à se relever. La poitrine d'Ésain se gonfla. « Mes garçons, murmura-t-elle, lissant son pagne. Ils sont ma plus grande œuvre. » Kalou s'agenouilla à côté d'elle. « Prenons le petit déjeuner sur la véranda, demanda-t-il. Ésain hocha la tête, prenant sa main. Ensemble, ils émergèrent dans une cour couronnée de bougainvilliers et d'orchidées blanches. Une petite table ronde était dressée, des plats fumants d'accara et de PAP, et du jus d'ananas frais scintillant dans des verres en cristal. Alors qu'ils s'asseyaient, Kalou ramassa une photo nette sur la table, une vue aérienne d'Éden. « Regarde d'où nous venons, dit-il. » Ésain traça le plan de la maison dans son esprit, le bureau où elle et Kalou avaient parlé pour la première fois, la bibliothèque où ses rêves avaient été affirmés, la crèche où une nouvelle vie prospérait. Elle prit une bouchée d'accara, savourant la douceur épicée qui lui rappelait les petits déjeuners du village. « Un jour, dit-elle, la voix douce, je montrerai à nos fils toute cette histoire, comment une femme brisée est devenue mère de 4 enfants, et comment l'amour a construit Éden à partir de la poussière.
Kalou tendit la main à travers la table, ses doigts s'entrelaçant avec les siens. Et ils sauront, dit-il, que leur mère n'a jamais été définie par ce qui lui manquait, mais par ce qu'elle a donné. Alors que le matin s'éclaircissait, Ézin fit une pause, regardant les montagnes au-delà des portes d'Éden, des rappels lointains du monde extérieur. Elle sentit une paix profonde s'installer sur son âme. Il y a 3 ans, elle avait fui vers la chambre exiguë de sa tante, le cœur en morceaux. Maintenant, elle était assise dans un palais construit non pas pour la vanité mais pour le refuge, preuve que des cendres, la grandeur peut s'élever. 7 jours plus tard, le centre de conférence international de Lagos bourdonnait d'électricité. La lumière du soleil filtrait à travers des atriums en verre, illuminant des bannières qui disaient « Elle se lève, femme d'impact ». Des milliers de femmes, des étudiantes en jupe ornée de henné, des cadres d'entreprises en tailleur, des activistes rurales en pagne vibrant, s'alignaient dans la salle expansive. La scène était drapée de blanc et d'or, et un grand portrait des tenant ses 4 fils occupait le centre. Des chapeaux se balançaient en anticipation, des téléphones portables enregistraient, prêts à capturer le moment. Dans les coulisses, Ézin ajustait son pagne brodé de dentelle, le cœur agité sous sa poitrine. Ses 4 garçons, maintenant âgés de 3 ans, s'accrochaient à sa jupe, leurs yeux curieux grands comme des soucoupes. Chitibir tira doucement sa main. « Maman, tu vas parler ?» demanda-t-il, la voix innocente. Elle s'agenouilla et le balança dans ses bras, embrassant son front. « Oui mon fils, répondit-elle, lissant ses boucles. Maman dira au monde que les rêves ne meurent pas. » Kalou apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu d'un costume anthracite. Il reprit Chitibir des bras d'Ézin, posant un doux baiser sur sa joue. « Prête ?» demanda-t-il. Ézin prit une inspiration, se rappelant comment, il y a 1 an, elle avait tremblé devant un public plus petit. Maintenant, des milliers attendaient. « Allons-y, dit-elle, le menton levé. » Alors qu'il marchait sur la scène, un rugissement s'éleva de la foule. Ézin s'arrêta, scrutant les visages illuminés par la curiosité et l'espoir. Elle vit des mères qui avaient pleuré sur des berceaux vides, des filles dont les rêves avaient été rejetés et des sœurs qui avaient désespérément besoin d'une histoire qui disait « Vous pouvez vous lever ». S'adressant au microphone, elle commença « Quand le village m'a appelé stérile, je les ai crus. J'ai empilé ma honte dans une valise et j'ai fui. Mais j'ai découvert que l'utérus qui n'a pas fait la vie était l'endroit même où Dieu a réécrit mon destin. » Des murmures ondulèrent dans le public. Elle fit une pause pour qu'ils absorbent ces mots. Depuis le premier rang, une femme leva la main. « Comment avez-vous trouvé le courage d'espérer à nouveau ?» Le regard d'Ézin s'adoucit alors qu'elle regardait le visage de la femme strié de larmes. « L'espoir n'était pas mon choix, dit-elle. La douleur l'était. Quand j'ai touché le fond, j'ai découvert que mon but était plus grand que ma souffrance. » Des applaudissements retentirent dans la salle. Un panel de femmes leaders, PDG, activistes et politiciennes, se leva. Les yeux d'Ézin se posèrent sur Kalou, qui était assis sur le côté, rayonnant. Ses fils, assis à côté de lui dans de minuscules costumes, saluaient la foule avec une fierté innocente. Des sourires s'épanouirent comme des tournesols dans le public. Après son discours, de longues files se formèrent alors que les femmes attendaient son autographe ou un mot d'encouragement. Ézin se pencha pour les embrasser, offrant des câlins et des conseils. Trouvez votre voie. Ne laissez aucune étiquette vous définir. Une jeune femme, son pagne taché de larmes, pressa un papier plié dans la main d'Ézin. « C'est mon histoire » murmura-t-elle. Les doigts d'Ézin tremblèrent en le prenant. Plus tard, alors qu'il sortait dans la soirée fraîche, Kalou enroula un bras autour de sa taille. L'horizon de Lagos brillait au loin. « Tu es né pour ça » murmura-t-il. Ézin expira, submergé par la gratitude. « Nous tous » répondit-elle. « Ce soir, j'ai réalisé que mon voyage n'était pas le mien seul. Il appartient à chaque femme qui s'est sentie brisée. » Dans la brise tourbillonnante de Lagos, son pagne flottait comme une bannière. Sous les lampadaires, sa silhouette était une promesse à la nuit, que les ténèbres cèdent à la lumière, et que chaque femme brisée porte les graines de sa propre renaissance. Tard dans la nuit, le manoir était silencieux, à l'exception du bourdonnement d'une seule lampe dans le bureau d'Ézin. Les murs de la pièce étaient tapissés d'étagères en acajou, de volumes de poésie africaine, d'écritures anciennes et de journaux remplis de ses pensées les plus intimes. Sur le bureau en chêne antique, une seule feuille de papier texturé reposait devant elle. Ézin trempa une plume dans un encrier en cristal, son pouls un battement de tambour doux. Elle commença à écrire. Santo.
Tu m'as dit un jour que ma valeur résidait dans la vie que je pouvais porter pour toi. Je t'ai cru, et j'ai pleuré en secret, espérant pouvoir plaire à l'homme qui me voyait comme brisé. Mais le fait d'être brisé m'a enseigné la force. J'ai appris que ma valeur n'était jamais liée à mon utérus. Sa main faiblit, et elle trempa à nouveau la plume dans l'encrier. Elle ferma les yeux, se souvenant du chemin poussiéreux qu'elle avait quitté, du silence stupéfait lorsqu'elle était revenue pour la première fois avec les trésors d'Éden, et du vide dans les yeux de Santo lorsqu'il réalisa qu'il n'existait plus dans son monde. Elle continua. Quand tu m'as quitté, j'étais un oiseau blessé. Je ne savais pas si je pourrais voler à nouveau. Mais dans mes nuits les plus sombres, j'ai trouvé du vent sous mes ailes. J'ai porté ma douleur à travers la ville, essuyé mes larmes avec l'ourlet de mon pagne, et j'ai trouvé l'amour en quelqu'un qui a vu mon âme avant mes échecs. Sa plume trembla alors qu'elle écrivait les lignes suivantes. J'ai pu te sentir dans la foule ce jour-là au village. Debout seul. J'ai vu la honte dans ton regard. Je veux que tu saches que je n'ai aucune rancune envers toi. Mon histoire ne se termine pas dans ton regret. Elle se termine par la rédemption, par le rire et par 4 beaux fils qui m'aiment sans condition. J'ai appris à te pardonner et à me pardonner. Ezen s'arrêta, regardant la fenêtre où le clair de lune traçait des motifs sur le sol. Son cœur scintillait de compassion. Elle trempa la plume une dernière fois. Je n'enverrai jamais ceci parce que certaines histoires sont destinées à rester dans le sanctuaire du cœur. Mais si jamais tu lis ces mots, sache, je n'ai jamais été stérile. Je me préparais simplement pour la récolte à venir. Avec grâce. Ezen. Elle plia soigneusement la lettre et la glissa dans une petite boîte en bois, à côté de ses papiers de divorce et de ce lointain test de grossesse positif. Elle rangea la boîte dans le tiroir de son bureau, la scellant. Alors qu'elle éteignait la lampe, sa silhouette se mêla aux ombres, son visage serein. La lettre non envoyée était à la fois une clôture et un témoignage, que la plume peut guérir lorsque les mots prononcés échouent. Elle pressa ses paumes sur ses yeux et murmura dans le silence. Je suis assez. Un mois plus tard, loin des jardins tranquilles d'Éden, Santo S travaillait dur dans la cour-salle d'un hôpital gouvernemental. Sa nouvelle vie d'assistant mécanicien épuisait son énergie. Il essuya la sueur de son front alors qu'il ajustait des tuyaux qui fuyaient derrière l'entrée arrière de la cuisine de l'hôpital. Ses côtes s'agitaient à chaque respiration, une maladie non diagnostiquée qui s'aggravait depuis des semaines. Lorsque la tuyauterie cracha de l'eau chaude de manière inattendue, Santo recula en trébuchant, se serrant la poitrine. La douleur se propagea en lui comme un feu de brousse. Il essaya de stabiliser sa respiration, mais le monde bascula. Une infirmière sortant d'un quart de travail le remarqua s'effondrer. Aidez-le, cria-t-elle. Le personnel se précipita à ses côtés, le rattrapant avant qu'il ne touche le sol. Son visage se tordit d'agonie. Ambulance, cria quelqu'un. En quelques minutes, il fut conduit dans une salle étroite, les lumières fluorescentes projetant des reflets durs sur son visage trempé de sueur. Un jeune médecin, stéthoscope balançant, appuya sur sa poitrine. Monsieur Hez, murmura-t-il en lisant le tableau. Votre tension artérielle est très élevée. Le rythme cardiaque est irrégulier. Nous devons faire des tests. Les respirations de Santo devenaient des halètements superficiels. Il essaya de parler. Ezen, halta-t-il. Le médecin secoua la tête avec sympathie. Au cours des heures suivantes, Santo resta allongé sur un brancard alors que les infirmières prélevaient du sang et que les techniciens déplaçaient des machines à rayons X portables autour de lui. Il fixa le plafond en plâtre fissuré, son esprit dérivant vers l'image d'Éden. Des murs d'ivoire, des enfants qui rient et la femme qu'il appelait autrefois sa femme. Un éclair de regret s'alluma en lui. Il l'avait quittée quand elle avait le plus besoin de lui. Maintenant, il était allongé dans une pièce stérile, oublié par ceux dont il s'était autrefois soucié. Son téléphone vibrait sans cesse avec des numéros inconnus. Il essaya de répondre, mais la faiblesse l'entraîna. Finalement, il sombra dans l'inconscience, sa dernière pensée, comment ai-je tout perdu? De retour à Éden, le soleil de la fin de l'après-midi brillait d'une lueur ambrée alors qu'Ezen préparait le dîner. Elle portait une simple blouse et un jean en cara, ses cheveux attachés en un chignon bas. Les 4 garçons, maintenant âgés de 5 ans, gambadaient autour de la cuisine, se battant en jouant. Chidibé brandissait une cuillère en bois comme si c'était une épée. « Je vais vaincre le dragon, maman » cria-t-il, se jetant sur Somedina, qui se cacha derrière un comptoir.
Des rires éclatèrent alors qu'il tombait sur le sol carrelé. Kalou entra, enlevant sa veste. J'espère que cette maison peut supporter nos petits guerriers, taquina Théil, ramassant une poignée de miettes. Ezen sourit, ses yeux noirs tendres. Ils sont le dragon, invincible. Elle accumula des bols de riz jollof, des plantains frits, du poisson grillé et des légumes cuits à la vapeur, les plaçant sur une longue table en chêne sous un lustre en cascade. Vers le centre, 4 petites chaises alignées, des sièges peints en blanc identiques avec des noms gravés. Chidibé, Obina, Somedina, Ifechukwu, arrangés avec un soin méticuleux. Chaque chaise faisait face à un couvert pour leur mère et leur père à chaque extrémité. Bientôt, les garçons s'assirent dans des chemises et des shorts bien pressés, leurs joues rougies d'excitation. Somedina examina le festin. « Maman, merci, dit-il, la voix solennelle au-delà de son âge. Ezen rayonna, ajustant son nœud papillon. « Mange bien mon prince. » Kalou versa du jus de fruits dans de minuscules tasses tandis que les garçons creusaient. Pendant qu'ils mangeaient, des rires et des conversations remplissaient l'air. Obina raconta sa journée à l'école, comment il avait résolu un problème de mathématiques plus vite que ses camarades de classe. Ifechukwu intervint, annonçant qu'il était capitaine de son équipe de football. Entre les bouchées de jollof, Chidibé déclara « Maman, je veux être comme toi quand je serai grand, un professeur. » Le cœur d'Ezen se gonfla, et elle ébouriffa ses boucles. « Et toi papa » demanda-t-elle. Kalou lui serra la main. « Je veux être aussi gentil que mes parents » répondit-il. À mi-chemin du repas, Ezen fit une pause, regardant autour de la table. Les chaises vides de son passé, celles qu'elle avait autrefois occupées seule, étaient maintenant remplacées par ces incarnations vivantes de sa résilience. Elle se tourna vers Kalou. « Te souviens-tu de notre premier repas à Éden » demanda-t-elle doucement. Il gloussa. « Nous avions des nouilles instantanées sur une couverture de pique-nique dans le bureau. » Ezen rit. « Et regardez-nous maintenant, festoyant comme des rois. » Quand les garçons eurent fini, ils se levèrent avec un bruit de claquement, se précipitant vers le salon. Leur rire résonnait dans les couloirs. Ezen se pencha en arrière sur sa chaise, regardant les petites chaises qui semblaient autrefois impossibles à remplir. Des larmes se mêlèrent à son sourire. Kalou embrassa son front. « Nous sommes bénis, dit-il simplement. » Ezen ferma les yeux, s'engageant à se souvenir de ce moment. 4 chaises à une table remplie d'amour, de rire et de nourriture. Aucune moquerie de son ton ne pouvait défaire cette scène. Ici, elle n'était pas stérile. Elle était l'abondance incarnée. Une semaine plus tard, Kalou se préparait pour une interview radio nationale en direct. La zone de réception du studio bourdonnait de producteurs et d'ingénieurs du son alors qu'il était assis en face d'un microphone, ajustant sa cravate dans un petit miroir. L'animatrice, une journaliste accomplie nommée Chioma, se pencha en avant, sa voix crépitant sur l'interphone. « Nous sommes en direct dans 30 secondes, monsieur Humidi. » « Prêt ?» Kalou prit une profonde inspiration. « Oui. » Ezen planait juste à l'extérieur de la vitre insonorisée, serrant son téléphone. Elle portait un cafetan sur mesure et un sourire serein, confiante mais teintée de nervosité. C'était la première fois que Kalou la célébrerait publiquement en dehors de sa propre plateforme. Elle se glissa à l'intérieur alors que l'ingénieur acquiesçait. Le voyant rouge, en direct, s'alluma. « Bonsoir, Nigeria. » La voix chaleureuse de Chioma résonna. « Ce soir, nous avons un invité spécial, M. Kalou Humidi, fondateur de la Fondation Humidi, qui est ici pour parler de sa femme, Madame Ezen Humidi, et de son impact. » Kalou s'éclaircit la gorge. « Bonsoir, Chioma. Merci de m'avoir invité. L'histoire de votre femme a inspiré des millions de personnes, poursuivit Chioma. Pouvez-vous partager ce qu'Ezen représente pour vous ? » Kalou fit une pause, son regard dérivant vers la petite fenêtre derrière l'animatrice, où il aperçut le reflet d'Ezen, lumineuse, belle. « Ezen m'a sauvé, commença-t-il, la voix stable. Non seulement elle a surmonté la trahison et le chagrin, mais elle a transformé sa douleur en but. Elle m'a appris que les femmes ne sont pas définies par les circonstances. Je suis honoré d'être son mari. » Les applaudissements de Chioma crépitèrent à travers les haut-parleurs. « Un bel hommage, dit-elle. Comment vos fils voient-ils leur mère ? » Kalou sourit largement. « Mes garçons l'appellent super-héros, répondit-il. La semaine dernière, Chidibé a dit, les larmes de maman ont arrosé mes graines.
Somedina a dit à son professeur, le ventre de ma mère était un champ de bataille, et elle en est sortie victorieuse. L'animatrice rit chaleureusement. Ils ont le sens des mots. Alors que l'interview se poursuivait, ils discutèrent de la nouvelle initiative de la Fondation, des bourses d'études pour les filles dans les zones rurales du Nigeria. Kalu attribua le parcours d'Ezen comme l'impulsion de cette expansion. Elle m'a rappelé que l'éducation n'est pas seulement une opportunité, dit-il. C'est la rédemption. Quelques minutes plus tard, le segment se termina. Le producteur fit un signe, et Kalu retira ses écouteurs. Ezen le serra fort dans ses bras à travers la vitre. Il posa un doux baiser sur sa joue. « Tu as été incroyable, murmura-t-elle. Il lui serra la main. « Grâce à toi. » À l'extérieur, une jeune femme s'approcha, tendant une petite carte à Ezen. « Ton histoire m'a sauvé, dit-elle, des larmes scintillant dans ses yeux. Ezen sourit. Son cœur se réchauffa. Quand ils rentrèrent chez eux, la radio jouait leur extrait en boucle. Des lignes de texte défilaient sur son téléphone. « Maman au midi, tu es la force. Que Dieu bénisse ta famille. Ta voix m'a donné de l'espoir. » Alors que la nuit tombait sur Eden, Ezen se tenait sur le balcon, regardant les lumières lointaines de la ville. Kalu la rejoignit, enroulant un bras autour de sa taille. « Il te voit maintenant, murmura-t-il. Elle se pencha contre lui. « Oui, dit-elle doucement. Et demain, ils verront 4 autres raisons de croire. » Un samedi après-midi, Sonto sortit de l'hôpital gouvernemental, sa chemise humide de sueur et un bandage humide enroulé autour de sa poitrine. Les médecins avaient ordonné du repos, mais il était agité, il avait besoin de chlore. Serrant sa canne, il boitilla vers l'arrêt de bus, espérant sauver un lambeau de dignité. Alors qu'il attendait, un VUS noir et élégant s'arrêta au feu de circulation. Ses vitres teintées cachaient le visage du conducteur, mais lorsque la vitre descendit, Sonto reconnut la silhouette à l'intérieur, la silhouette d'Ezen. Son souffle se coupa dans sa gorge. 4 petits visages dépassaient de la banquette arrière, les yeux de chaque garçon grands et curieux. Le plus jeune, Ifechukwu, fit un signe de la main avec enthousiasme. La gorge de Sonto se serra. Il ne s'était pas reconnu depuis des années. Son cœur se sentait trop grand pour sa poitrine, gonflée de regrets. Pendant un battement de cœur, le feu devint rouge, et la voiture tourna au ralenti. Le regard d'Ezen croisa le sien, stable, sans cligner des yeux. Son expression ne portait aucun triomphe, aucun mépris, juste une reconnaissance sereine. Sonto détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Il baissa les yeux, se sentant comme si les barreaux de la honte le confinaient. Le feu de circulation passa au vert et le VUS avança. Le rire de Sonitina résonna de l'arrière alors que l'un des garçons le montrait du doigt. « Maman, cet homme a l'air triste, s'écria-t-il, serrant la main d'Ezen. Elle offrit un doux signe de tête, comme pour réconforter une créature blessée. Sonto s'effondra sur le banc, sa canne cliquetant sur le trottoir. Il resserra sa prise sur la poignée en bois, la sueur battant sur son front malgré la brise fraîche. Il regarda les feux arrière du VUS disparaître au loin. Pour la première fois, il se sentit complètement effacé de sa vie. Pas de mots de colère, pas de confrontation finale, juste la finalité calme d'une histoire conclue. À ce moment, il comprit que certains ponts ne peuvent pas être reconstruits. Il les avait tous brûlés il y a longtemps. Il se leva avec difficulté et prit une profonde inspiration, regardant la route vide devant lui. D'un pas fragile, il se tourna et s'éloigna en se traînant, avalé par la foule qui se pressait dans la rue. Derrière lui, le VUS sifflait à travers le trafic, son chargement de porteurs de miracles ignorant le vieil homme laissé derrière. 3 mois plus tard, les jardins du palais présidentiel scintillaient sous le soleil de midi. Une scène temporaire drapée de bannières vertes et blanches se dressait devant une fontaine en marbre poli. Des invités distingués, des diplomates, des fonctionnaires du gouvernement et des leaders de la société civile se mêlaient, sirotant de l'eau fraîche et murmurant entre eux. Des drapeaux claquaient dans la brise alors qu'une fanfare s'accordait au loin. Ezen monta sur la scène, portant une robe blanche royale ornée de broderies dorées. Sa peau foncée rayonnait sous la lumière du soleil, et sa posture dégageait une confiance tranquille. Le président, un homme affable aux cheveux argentés et au sourire chaleureux, s'approcha d'elle avec une enveloppe polie à la main. Il traça son doigt le long d'une plaque scintillante sur une base en bois. Prise humanitaire nationale, excellence en autonomisation des femmes. Madame à midi, commença le président, la voix résonnante.
Grâce à votre courage et à votre vision, d'innombrables femmes et enfants à travers notre nation osent maintenant espérer. C'est un privilège pour moi de vous remettre ce prix. Il épingla la médaille à sa robe. Les appareils photo flashèrent, capturant le moment pour l'histoire. Alors que des applaudissements éclataient, Hézin s'inclina, puis se redressa. Le microphone trembla dans ses doigts. Le public se tut, et elle commença. Monsieur le Président, invité distingué et cher Nigérian, je me tiens devant vous non pas comme une princesse, mais comme une femme qui croyait autrefois qu'elle n'avait rien. Quand j'ai été mise de côté pour être stérile, j'ai perdu non seulement un mariage, mais mon sens de moi-même. Pourtant, dans l'obscurité, j'ai découvert une vérité supérieure. Que nos cicatrices ne sont pas des signes de défaite, mais de survie. Elle fit une pause, scrutant les visages, des visages avides d'un aperçu d'espoir. J'ai nommé mes enfants Chidibé, la miséricorde de Dieu, Obina, le cœur du Père, Somedina, Dieu entend, Ifechukwu, rien n'est impossible. Leur nom me rappelle quotidiennement que du désespoir jaillit la possibilité. Un silence s'installa, même le vent semblait s'arrêter. Une femme au 3e rang pleura ouvertement. Un jeune homme serra son poing en signe de solidarité. Hézin continua, je dédie ce prix à chaque femme à qui on a dit qu'elle ne valait rien. Je le dédie aux filles qui craignent de ne pas pouvoir se lever. Que votre voyage commence aujourd'hui. Ici et maintenant. N'attendez pas la validation de ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Des applaudissements assourdissants se répandirent dans le jardin alors qu'Hézin descendait de la scène, ses pas mesurés mais triomphants. Dans un coin tranquille près de la fontaine, Kalua attendait, ses 4 fils à ses côtés, leurs médailles d'ivoire suspendues à de minuscules rubans autour de leur cou. Il prit sa main, posant un doux baiser sur ses jointures. Alors que les photographes prenaient des photos, Sonto, maintenant concierge bénévole au palais, balayait des feuilles à proximité. Il s'arrêta, stupéfait par la scène qui se déroulait. Il regarda Hézin accepter des bouquets de petites écolières qui s'agenouillaient devant elle. Leur voix carillonnait, « Merci madame », et « Vous êtes notre inspiration ». Ses yeux piquèrent de larmes, des larmes qu'il ne pouvait plus verser devant elle. Sa chemise était froissée, son bandage de poitrine encore frais. Dans ce moment fugace, il comprit que la vie ne lui avait donné aucune seconde chance. Il emporta son balai sans se retourner. Quelques semaines plus tard, sous un ciel brossé par les 12 teintes de l'aube, le jardin d'Éden bourdonnait d'une nouvelle vie. 4 jeunes arbres mangues, goyaves, nimées orangaises tenaient en parfait alignement, leurs feuilles tendres frémissant dans la brise. Hézin s'agenouilla à côté d'eux, pressant ses doigts dans le sol limoneux qui contenait à la fois ses larmes et ses triomphes. Kalua se tenait derrière elle, ses bras enroulés autour de ses épaules, les fils regroupés à leurs pieds. Elle tenait une petite boîte en bois, la même contenant la lettre non envoyée, les papiers de divorce et ce dernier test de grossesse. Avec un soin respectueux, elle souleva le couvercle et retira le contenu. Le premier à être enterré fut le décret de divorce, un papier cassant qui avait autrefois défini sa valeur aux yeux de Sonto. Kalua creusa une fosse peu profonde avec une pelle dorée, et Hézin abaissa le document, murmurant « Que le passé nourrisse la nouvelle croissance ». Vint ensuite le test positif, un écho de la nuit où elle avait découvert pour la première fois sa grossesse avec l'enfant de Kalua. Elle le laissa glisser dans la terre. Si cet utérus peut perdre et donner naissance à la vie, puissions-nous toujours avoir confiance en demain, respira-t-elle. Enfin, elle plaça la lettre pliée par-dessus, sa plume presque sèche d'encre. Elle lissa le sol sur la boîte, appuyant doucement jusqu'à ce qu'il se fonde avec la terre. À côté d'elle, ses fils regardaient, des visages solennels reflétant la gravité du moment. Chidibé toucha le bras de sa mère. « Maman, est-ce que ça va devenir de grands arbres ?» Hézin hocha la tête. « Oui, mon prince. Alors que les arbres grandissent, souviens-toi que le cœur de ta mère a été brisé autrefois, mais l'amour a planté ses graines. » Obina s'agenouilla pour tapoter la terre. « Ils seront forts, dit-il. Comme toi. » Kalua posa une main sur la tête d'Hézin. « C'est ton jardin de paix, dit-il, où chaque racine contient un souvenir, de la douleur, de la résilience et du triomphe. » Elle expira, sentant un calme profond s'installer sur son âme. Autour d'eux, des papillons blancs dansaient au-dessus des vignes de jasmin. Le soleil du matin monta, dorant le jardin de chaleur. Alors qu'il se levait, Hézin traça les 4 jeunes arbres, chacun symbolisant la miséricorde, le cœur, l'écoute et la possibilité de nom que ses fils portaient.
Les arbres étaient destinés à porter des fruits mangues douces comme la rédemption, des goyaves acidulées comme les leçons apprises, du nîmes amer comme la guérison, et des oranges lumineuses comme l'espoir. Elle se tourna vers Kalua. « Merci de m'avoir aidé à planter ça, murmura-t-elle. Il écarta une tresse lâche de son visage. Merci de m'avoir appris à creuser profondément. Ils s'étreignirent alors que le vent agitait les feuilles naissantes, emportant leurs promesses murmurait que la vie, comme ces arbres, pousse mieux lorsque les racines s'enfoncent profondément dans le sol brisé. Une décennie plus tard, la grande salle de bal du Sommet international des femmes à Abuja scintillait de lustres et de tapisseries ornées. Des délégués de toute l'Afrique, d'Europe et d'Asie remplissaient des rangées de sièges en velours. Un écran LED massif affichait les mots « Honorer son héritage », la Fondation Ezin Humidi. Ezin, maintenant âgé de 39 ans, se tenait dans les coulisses, vêtu d'une robe vert émeraude coupée avec de la dentelle complexe. Ses 4 fils, des garçons de 10 ans vêtus d'agbada sur mesure, se tenaient à ses côtés, l'excitation scintillant dans leurs yeux. Kalua, impeccablement vêtu d'un costume bleu nuit, lui tendit une note pliée. Elle l'ouvrit, révélant des croquis dessinés à la main par ses fils, des portraits d'arbres, de cœurs et du manoir d'Éden. Une seule phrase était gribouillée de l'écriture soignée de Chidibé, « On t'aime, maman ». Les yeux d'Ezin brillèrent derrière de sombres cils. Elle plia la note et prit une profonde inspiration. L'animatrice du sommet, une réalisatrice nigériane estimée, annonça « Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Madame Ezin Humidi, fondatrice de la Fondation pour le renouveau des femmes ». Le public éclata en applaudissements alors qu'elle montait sur la scène. Un projecteur la baigna de chaleur. Elle leva une main en signe de salutation, ses fils imitant son geste. Les appareils photo flashèrent, capturant le moment. Mère et fils, vainqueurs de probabilités impossibles. Elle s'approcha du podium, s'arrêtant pour sourire au public. Elle croisa le regard des délégués ex-ministres, activistes, universitaires femmes qui avaient autrefois tremblé de doute comme elle. Elle inspira, se souvenant de la fille qui avait fui le village de Ndulu avec rien d'autre qu'un journal et un cœur brisé. Maintenant, elle se tenait comme une preuve vivante des possibilités illimitées de la vie. Son discours commença, il y a 10 ans, j'ai écrit des lettres que je n'ai jamais envoyées. J'ai enterré mon passé dans un jardin, espérant qu'il nourrirait une nouvelle croissance. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas comme une réponse, mais comme un témoin des miracles qui attendent de l'autre côté du désespoir. Elle fit une pause, scrutant la foule. Mes fils, Chitibir, Obina, Somedina et Ifishukwu, m'ont appris que l'héritage ne se mesure pas en richesse, mais en caractère. Ils me rappellent quotidiennement que l'amour engendre l'amour, et la foi engendre l'espoir. Au premier rang se trouvait Madame Ketchi, la mère de Sonto. Elle tamponna ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Ezin lui fit un bref signe de tête, une reconnaissance d'un passé partagé maintenant transformé par la grâce. Sonto, en bonne santé mais émacié, avait assisté aux premières heures du matin, partant discrètement au début du discours d'Ezin. Il avait regardé depuis le dernier rang, submergé par la fierté et le regret. À la fin du discours d'Ezin, alors que la foule se levait pour une ovation debout, Sonto pressa sa paume sur sa poitrine, des larmes coulant librement. Ezin conclut, si je pouvais envoyer une lettre non envoyée, elle dirait, à chaque femme qui se croit inutile, tenez-vous droite. Le monde a besoin de votre histoire. Vos cicatrices ne sont pas des blessures, ce sont des ponts qui relient à d'innombrables âmes. Des applaudissements tonitruants remplirent la salle. Alors qu'elle sortait de la scène, ses fils se précipitèrent, l'enveloppant dans une étreinte de groupe. Kalou s'approcha, rayonnant, et embrassa son front. À l'extérieur, dans une salle plus calme, un petit groupe d'universitaires l'interviewa pour un documentaire international. « Quelle est la prochaine étape pour la Fondation » demanda l'un d'eux. Le regard d'Ezin se posa sur ses enfants jouant à un jeu de chat amical sous une grande fresque. Elle sourit. « Nous allons planter 100 jardins communautaires à travers le Nigeria, chacun avec sa propre lettre non envoyée enterrée en dessous. Qu'il rappelle à nos sœurs que lorsque la ville est fan, elles peuvent encore fleurir. » Alors que le crépuscule s'installait sur Abuja, les lumières du sommet brillaient comme des étoiles éparpillées. Ezin se tenait sur un balcon surplombant l'horizon de la ville, Kalou à ses côtés, ses fils alignés devant elle. Sonto, marchant seul à l'extérieur du lieu, s'arrêta pour jeter un coup d'œil au balcon. Il vit la silhouette d'Ezin encadrée par la ville illuminée. Elle leva sa main dans un petit signe de la main gracieux. Il ferma les yeux, permettant à la gratitude et au chagrin de l'envahir à parts égales. En dessous,
Les fils montraient les lumières scintillantes. Maman, regarde. Juste là. Ils se précipitèrent à ses côtés, pressant leur visage contre la rampe. Elle les ramassa dans ses bras, posant de doux baisers sur leurs tempes. Je vous vois, murmura-t-elle. Kalou enroula son bras autour d'elle, et elle se pencha contre lui, leurs ombres fusionnant sur le sol du balcon. À ce moment, sous le vaste ciel kényan, leur voyage a bouclé son cercle. La fille autrefois ridiculisée pour sa stérilité était devenue la matriarche d'un héritage qui s'étendait sur des générations. Les portes d'Éden, grandes ouvertes, accueillaient toute âme cherchant refuge, un témoignage que le bris n'est pas la fin, mais le sol fertile pour une nouvelle aube. Et ainsi, elle murmura dans la nuit, je n'ai jamais été stérile. J'étais toujours en préparation. Je suis content que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Nous serions ravis de vous entendre. Quelle leçon avez-vous tiré de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.